Radio Taïwan International, les joies de l'éco-construction. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans les joies de l'éco-construction sur RTI. C'est Sasa qui vous accueille pour une interview spéciale puisque j'ai eu la chance de recevoir cette semaine dans notre studio la jeune architecte Chloé Ando. Aussi incroyable que cela puisse paraître, elle effectue un voyage entre la France et le Japon à vélo et elle est arrivée à Taïwan après un périple d'environ 24 000 km. Lors de ce voyage, elle explore aussi les différentes manières d'habiter à travers le monde et notamment l'architecture vernaculaire. C'est pour cela que je vous en parle dans les joies de l'éco-construction. Dans le premier volet de cette interview, elle nous en dira plus sur son périple, sur l'architecture vernaculaire et bien sûr sur ses premières impressions lors de son arrivée à Taïwan. C'est parti! Bonjour Chloé. Bonjour. Merci beaucoup d'être venue dans les studios de RTI pour partager justement cette expérience. Est-ce que tu peux commencer par te présenter et nous dire un petit peu comment a germé ce projet ? Oui, bien sûr. Donc moi, je m'appelle Chloé, je suis franco-japonaise et architecte de formation. Ce projet a germé il y a plusieurs années. À ce moment-là, en 2017, j'étais encore étudiante en architecture. Et j'avais pour idée de relier par la terre les deux pays qui façonnent mon identité, donc la France et le Japon. Et j'avais envie de le faire à vélo. Et c'était pour moi aussi une méthode de me rapprocher des gens et des architectures du quotidien et en même temps pouvoir les documenter au passage. D'accord. Alors, est-ce que tu pourrais expliquer ce que c'est l'architecture vernaculaire pour les gens qui ne connaîtraient pas ? Alors, ce qu'on appelle vernaculaire en architecture, c'est un type d'architecture qui est en lien très très étroit, qui a été façonné par les climats, l'histoire, les cultures constructives locales, les savoir-faire traditionnels. Aujourd'hui, ça pourrait se rapprocher de ce qu'on appelle l'architecture traditionnelle. Mais on peut aussi observer des choses qui sont liées à l'architecture vernaculaire contemporaine qui réinterprètent les savoir-faire traditionnels. Donc moi, je dirais que l'architecture vernaculaire, c'est vraiment quelque chose qui crée un lien très étroit, qui est indissociable en fait, du territoire, de là où elle est née. On pourrait se dire que si on déplace cette maison-là ailleurs, dans un autre contexte, finalement, elle n'a plus de sens. En termes écologiques, en termes sociaux, en termes constructifs, ça resterait qu'une forme peut-être. Mais l'architecture vernaculaire, c'est vraiment celle qui fait du sens à tous ces niveaux-là différents. D'accord. Et pourquoi cet intérêt pour l'architecture vernaculaire ? Est-ce que c'est parce que pendant tes études d'architecture, ça n'a pas été souvent évoqué ou Ouais, exactement. Tu soulèves un bon point. Dans les études d'architecture en France, on évoque très très peu ces questions-là. Et pour revenir au début de ce voyage-là, au départ, j'avais pas forcément cette coloration vraiment liée à l'architecture lors de mon voyage à vélo. L'idée, c'était plutôt de faire un voyage entre la France et le Japon. Et au fur et à mesure des kilomètres, au fur et à mesure des pays, j'ai justement découvert l'architecture de façon différente par cette architecture traditionnelle du quotidien, vernaculaire, celle qui émane vraiment des gens. Et non des architectes, vraiment des gens. Souvent, l'architecture vernaculaire, c'est une architecture sans architecte, justement. Et donc, c'est un petit peu quelque chose qui m'a retourné le cerveau, en fait. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais c'est vraiment incroyable. À la fois, c'est d'une beauté esthétique, constructive, et c'est d'une beauté dans les liens que ça crée entre les gens et leur territoire. Donc, ça m'a vraiment intéressée pour ces questions-là. Et ensuite, d'une manière plus large, ça m'a aussi beaucoup intéressée parce que ces architectures-là, en fait, elles apportent des réponses qui sont d'une ingéniosité remarquable par rapport aux enjeux, en fait, sociaux et écologiques contemporains aujourd'hui, par rapport au secteur du bâtiment, qui est le premier secteur émetteur de gaz à effet de serre au monde. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont à repenser aussi sur ces questions de comment on construit, de comment on habite. Et ces types d'architecture ont beaucoup de réponses, en fait, à apporter par rapport à ça. Alors, on va peut-être évoquer Taïwan, puisque tu viens d'arriver à Taïwan, je crois, à la fin du mois d'avril. Tu étais en provenance de Chine, et donc tu vas rester à Taïwan peut-être
quelques mois et ensuite aller au Japon pour la dernière étape de ce voyage. Du coup, est-ce que tu peux nous dire quelles sont tes premières impressions depuis que tu es arrivée à Taïwan ? Je pense que j'ai jamais ressenti une joie aussi immense que d'arriver dans un pays, que d'arriver à Taïwan. Ah oui. C'était incroyable. J'ai pris le bateau depuis la province du Fujian jusqu'à l'archipel de Matsu et ensuite un autre bateau de Matsu jusqu'à Jiron. Et à chaque fois, sur chacune de ces traversées, c'était vraiment une très, 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 très grande joie. Je pense que c'est plein de sensations, d'émotions mêlées différentes. Là, ça fait presque, je pense, 24 000 kilomètres que je suis à vélo. Waouh. Et j'ai l'impression de vraiment être plus qu'à un bateau du Japon, on va dire. Donc, il y a cette sensation d'accomplissement aussi, de me dire que waouh, je suis pas très loin. Il y a la joie de découvrir un nouvel endroit dont on m'a beaucoup parlé, en fait. Et puis aussi le soulagement, je pense, de quitter la Chine où j'ai passé beaucoup de temps et où ça m'a demandé beaucoup d'énergie, je pense, d'adaptation, de compréhension, de vraiment d'un pays un pays continent, en fait, vraiment très unique et très fermé aussi. Et voilà, pour moi, c'était pas forcément évident de m'adapter, on va dire. Donc pour moi, c'est chouette de retrouver un peu plus de légèreté, de facilité, on va dire, d'arriver à Taïwan. Et surtout, moi, ce que j'aime beaucoup dans mon voyage, c'est la question des rapports humains. Et dès mon arrivée à Taïwan, en fait, les rapports humains, créer du lien avec les gens étaient beaucoup, beaucoup plus faciles, beaucoup plus d'ouverture, beaucoup plus de curiosité, beaucoup plus de légèreté. Et ça m'a fait un bien fou. J'arrêtais pas de dire en chinois à qui voulait l'entendre quand je suis arrivée. « Oh, je suis super contente d'être arrivée à Taïwan, j'adore Taïwan !» Donc j'ai vraiment beaucoup, beaucoup de curiosité, en fait, et je pense que ça a rechargé vraiment mon énergie que d'arriver dans un nouveau pays avec une nouvelle culture, une diversité aussi qui a l'air vraiment incroyable aussi. Mais voilà, j'ai vraiment hâte de justement partir explorer tous ces endroits. Et du coup, est-ce que tu peux nous parler un petit peu des grandes étapes de ton voyage depuis le début ? Je crois que tu disais que c'était en 2017 jusqu'à aujourd'hui. Donc j'ai fait ce voyage en deux étapes, donc de 2017 à 2019, entre la France et le Cambodge. Et ensuite une deuxième étape du Cambodge jusqu'à Taïwan, là aujourd'hui. Donc je suis repartie il y a 10 mois, je pense, à peu près. Donc quand je suis partie en 2017, j'ai longé la côte méditerranéenne. Je suis passée ensuite entre l'Europe et l'Asie, Grèce, Turquie. Après, je suis rentrée en Géorgie, Arménie, Azerbaïdjan. J'ai pédalé plusieurs mois en Iran aussi, 3 mois environ, du nord jusqu'au sud. Et ensuite, je suis passée par Dubaï. Et après, de Dubaï, j'ai traversé et je suis passée par le nord de l'Inde. Là, à ce moment-là, j'ai vraiment commencé à... Ça paraît étrange de dire ça, mais à vraiment ralentir davantage, à ne plus compter vraiment ni les kilomètres, ni les mois. Et là, il s'est écoulé entre 7 et 8 mois en Inde, qui est aussi un pays-continent énorme. C'était en dehors du temps, quoi. Ouais, c'était très, très en dehors du temps. Et puis voilà, là, il y a beaucoup d'architectures qui m'ont marqué, en fait, vraiment aussi. Je pense que c'est à ces moments-là où j'ai pris un peu mes premiers, on va dire, chocs architecturaux, de l'architecture du quotidien des habitants. Et ensuite, je suis passée du nord-est de l'Inde jusqu'en Asie du Sud-Est par la Birmanie, Thaïlande, Cambodge. Et là, récemment, je suis remontée Cambodge, Laos, Vietnam. Je suis rentrée en Chine, passé aussi presque une demi-année en Chine, majoritairement dans le sud, et avant là d'arriver à Taïwan. Waouh. C'est impressionnant. Ouais, c'est impressionnant, c'est vrai quand on raconte là d'un bout à bout, mais en fait, je sais pas, c'est comme quand on parle d'un parcours professionnel, tu vois, tu racontes, tu as tout ton CV, tu dis waouh, c'est beaucoup, mais en fait les choses se font petit à petit, petit bout par petit bout. Je crois qu'à vélo vraiment c'est pareil, c'est la constance et la continuité finalement qui amène à avoir ce chemin, on va dire, mais jour par jour au final ça n'a pas forcément quelque chose de très très impressionnant, mais c'est la répétition de ça qui amène à
cette grande traversée au final. Ouais, il a fallu du temps et prendre le temps en fait, puisque c'est en vélo. Et je me demandais si tu as une réflexion autour du fait qu'il y aurait un point commun entre le vélo et l'architecture vernaculaire dans justement le fait de ralentir ou de prendre le temps. Ouais, carrément. Effectivement, c'est pas par hasard. Au départ, effectivement, c'était par hasard, le vélo peut-être. Et maintenant, je me rends compte que ça a vraiment beaucoup de liens. À la fois, c'est un moyen de locomotion qui est simple, qui est très ancré aussi dans les territoires que je traverse. Et pour moi, c'est vraiment devenu plus que quelque chose, plus qu'un moyen de déplacement, en fait. C'est vraiment devenu pour moi le vélo un outil de compréhension du territoire, de la géographie, du climat. C'est aussi devenu un outil de connexion, une façon de connecter avec un lieu sur le plan sensible, en fait, presque charnel, en fait, parce que quand il pleut, je me prends la pluie, quand c'est la boue, j'en ai jusqu'aux genoux. Voilà, en fait, le territoire et le paysage, ils s'ancrent aussi en moi, en fait, dans les reliefs que je ressens dans mes muscles, dans l'humidité que je transpire, dans tout ça. Et du coup, le fait de comprendre le territoire, de comprendre le paysage, alors, comprendre, c'est peut-être un grand mot, mais le vivre en tout cas par le corps, le vélo devient pour moi un outil de compréhension qui me permet de vivre ces choses-là par le corps et donc de mieux comprendre les territoires dans lesquels s'inscrivent ces architectures qui émanent elles aussi en fait du paysage et du territoire en tant que tel. De vivre aussi ces continuités paysagères. Ça me permet ça, de pas aller d'un point A à un point B et de se dire « Ah tiens, là, ils construisent différemment, ok. » Et peut-être qu'effectivement, à vélo, je l'ai vu et compris parce que j'ai vu que les forêts ici étaient différentes, par exemple, et donc la provenance des matériaux était différente et donc on construit différemment. Donc ça me permet ça, dans le lien avec l'architecture. Ça me permet aussi de créer un lien humain qui, pour moi, est complètement lié à l'architecture parce que je pense qu'avant d'être des murs, l'architecture, c'est vraiment quelque chose qui permet de créer un lien entre les hommes, entre leur environnement, entre leur territoire. Et le fait d'être à vélo, moi, ça me permet d'avoir une posture qui est beaucoup plus humble dans le rapport humain avec les gens que je vais rencontrer. J'arrive pas avec ma super moto flambant neuve de grande exploratrice ou dans mon 4x4 aux vitres fumées. Non, j'arrive avec un vélo qui fait squeak squeak, avec des sacoches qui prennent l'eau. Moi, je suis avec mes t-shirts troués, mon chapeau en bambou et je suis poussiéreuse. et en fait, ça crée une espèce de pied d'égalité. En fait, personne n'a peur de moi. Je suis hyper approchable. Et donc, ça me permet de gagner la confiance, en fait des gens directement. Et en fait, souvent aussi, dans les pays asiatiques, le vélo, c'est le moyen de locomotion des plus modestes. Donc finalement, je me mets à un niveau qui est très, très modeste. Donc, j'impressionne personne. Et ça permet de créer un lien de communication, de compréhension aussi qui est plus facile. Au fil de son périple, Chloé collecte des informations pour de futurs articles dans des revues telles que Topophile ou encore Archiscopie. Et qui sait, peut-être aussi pour un livre, ce serait vraiment un merveilleux projet. En attendant, vous pouvez retrouver déjà quelques articles et de nombreuses et magnifiques photos sur son site internet Yuloe, www.yuloe.com, ainsi que sur ses réseaux sociaux dont vous pouvez trouver les liens sur ce site. Dans ses futurs articles, elle abordera notamment des manières d'habiter et de construire qui peuvent apporter des pistes de réflexion ou de solutions face aux défis contemporains. Il s'agit en l'occurrence souvent d'architecture en matériaux naturels, mais pas seulement. Pour moi, ce qui m'importe plutôt, c'est la connexion d'un rapport ancré et sensible dans la façon de construire et donc du coup dans la façon d'habiter. Parfois, c'est simplement aussi des processus constructifs. Très souvent, c'est lié aux matériaux naturels parce qu'ils font effectivement un lien direct en fait, vraiment entre un type d'habitat et un territoire et une façon d'habiter. Mais parfois, je me suis aussi rendu compte de l'inverse, en fait. On parlait justement de l'architecture récemment là, en bambou au Vietnam. Je me suis aussi rendu compte qu'on pouvait construire avec des matériaux naturels comme on construit en béton aujourd'hui. Et donc, c'est-à-dire que
ok, ça peut avoir une question écologique, mais juste écologique au point de vue du matériau. Mais finalement, ça ne répond en rien aux questions sensibles, en fait, de lien entre un habitat et un territoire, parce que si on construit avec les mêmes logiques, en fait, d'optimisation, de rentabilité économique, et juste dans un esprit très formel ou très esthétique. Donc les architectures en bambou contemporaines au Vietnam sont très belles. Mais vraiment, j'ai jamais vu autant de déconnexion, finalement, entre un type d'architecture, une très belle forme projetée pour un hall d'hôtel et un usage, finalement, il y en avait peu, quoi. Donc en fait, finalement, ça s'arrête pas que là. Et puis, c'est aussi des choses qui... mes réflexions, elles évoluent justement au fur et à mesure des rencontres, au fur et à mesure du voyage. Parce qu'effectivement, avant, on m'aurait dit, bien sûr, architecture en bambou, bien sûr, c'est écologique. Alors qu'en fait, pas forcément. Tout dépend quel rapport. Pour moi, l'écologie, c'est aussi le rapport très humain et le rapport ancré dans un lieu. Et juste le matériau ne suffit pas forcément. C'est ainsi que s'achève la première partie de cette interview. Rejoignez-nous mercredi prochain pour la suite. One, one,